Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous nous retrouvons pour la 21e émission du Goût du Tarn sur Air d'Otan. C'est du côté de chez Fred que nous rencontrons Didier Bellaval, du côté de Montcabrier, céréalier, qui va nous parler aujourd'hui de son parcours et de son exploitation. Alors tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Oui, bonjour à tous. On est juste après cette tempête qui nous a bien secoué. Déjà, première question, est-ce que vous avez été touché? Est-ce qu'il y a eu des dégâts chez vous? Des dégâts un peu comme partout, oui, c'est vrai que ce tornade qui nous a surpris, on peut dire, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, au moitié d'après-midi, beaucoup d'arbres qui sont couchés sur les voies, autour des champs, et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit accident sur notre commune. Sans conséquences physiques sur la personne, mais la voiture est bien embauchée, donc voilà. Donc oui, des dégâts. D'accord. Et donc parce que vous avez deux casquettes. La première, c'est alors comment vous vous dites, exploitant, fermier, agriculteur? Non, pas du tout. Je suis paysan. Paysan. Parce que je suis attaché à mon territoire, parce que je suis du pays, la famille du pays c'est le territoire depuis 1580. Donc je suis en 11e génération, donc je suis agriculteur, oui, c'est un petit peu, mais je ne suis pas exploitant, parce que l'exploitant, on exploite le sol, c'est pas mon cas, je vais respecter mes sols, et donc moi je nourris mes sols pour bien produire mes plantes. Donc voilà, moi je suis d'abord paysan. D'accord. Et ma seconde casquette, vous en parliez, je suis maire de ma commune déjà depuis deuxième mandat. J'ai fait trois autres mandats avant en tant qu'adjoint, donc accroché aussi à la vie de ma commune et forcément au territoire. Parce que Montcabrier, c'est une petite commune, on est au bord de la Haute-Garonne, une petite commune frontalière. Il y a combien d'habitants? Nous sommes à 320 habitants. Nous sommes à la limite forcément de la Haute-Garonne sur la partie sud de la communauté de communes. Nous sommes rattachés au département du Tarn parce que la Haute-Garonne ne nous a pas voulu il y a 200 ans. Donc voilà, donc nous sommes comme à la commune de Telat et Bagnères, commune limitrophe, revenus à le Tarn et contents d'être tarnés. Voilà, ça c'est bien, ça c'est dit. Donc depuis 1500, combien? 80, installé sur la ferme, la famille est celle sur la ferme. Et donc, qu'est-ce qui fait une telle longévité? Est-ce que vous avez remonté un peu l'histoire? Comment vous avez su que c'était depuis 1580? Mais les arbres généalogiques un petit peu nous ont permis, et puis après bon, on a pas mal de traces avec des actes notariés depuis vraiment précis depuis 1700. Donc voilà, on a tout conservé à la famille, et ça m'a permis de remonter à pratiquement, oui, jusqu'à 1580, mais après, bon, la famille, c'est vrai que tout le monde est resté à le coin. Je m'appelle Bellaval, il y a des Bellaval un peu partout, mais enfin, dans le secteur toulousain, et je suis certain qu'on est enraciné chez nous depuis 11 générations. D'accord. Donc 11e génération, vous êtes arrivé dans les années 60 sur le site. Moi je suis né en 63 déjà, donc et puis sur le site ma famille déjà depuis 11 générations, et après on a fait évoluer donc l'entreprise que j'ai repris, mon père après mon grand-père, et moi j'ai pris après mon père, donc voilà, que j'ai continué du moins. Voilà. Donc la maison là tout à l'heure qu'on a vue, c'est la maison où vous êtes né. Et est-ce que c'était déjà une exploitation, une ferme céréalière, ou il y avait autre chose? Les fermes à l'époque, c'était des fermes polyculture et élevage. Donc c'est beaucoup d'élevage et un peu de céréales. Et après, au fur et à mesure, avec de la vigne, on vient d'en parler aussi, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc on était en autarcie quasiment. Il faut se mettre un petit peu dans la vie
l'époque des guerres, hein, c'est-à-dire qu'on achetait pratiquement plus rien de l'extérieur, on se produisait tout. De la viande, on faisait du lait, des porcs, des lapins, de tout. Donc après, au fur et à mesure des évolutions de l'agriculture, on s'est spécialisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis céréalier, avec l'irrigation, producteur de semences. Et faisant aussi quelques graines alimentaires que je vends en direct. Et à partir de quand, vous êtes passé des céréales et tout ça a été abandonné d'un coup? C'était vos parents? Comment ça s'est passé? La bascule s'est faite dans les années 75, où là, on a vraiment permuté les productions élevage céréales, et où il s'est rajouté de l'irrigation, et là on a vraiment permuté à ce niveau-là, à cette époque-là. Après tout s'est fait, la transition s'est fait progressive des années 60 jusqu'à 75, et après vraiment à partir de 75, il y a eu les remembrements qui se sont faits sur le territoire. Les parcelles sont agrandies avec des contraintes. Forcément, on connaît un petit peu les problèmes d'érosion aujourd'hui par rapport à ces qui a été. Il fallait, à l'époque, on nous a dit qu'il faut produire. On a produit, on s'est adapté à la demande du pays de l'époque, donc on a réussi à le faire. Bon, aujourd'hui, on connaît quelques impacts, on connaît les problèmes qu'il y a liés à ces phénomènes-là de remembrement, mais bon, en faisant attention, j'espère qu'on continuera à conserver nos sols. Parce qu'au départ, il y avait combien d'hectares? Au départ, la ferme était sur 18 hectares. Des années 60. Voilà. Et aujourd'hui? 175. Presque 10 fois plus. Presque 10 fois plus. Aujourd'hui, je travaille une ferme où il y avait 40 personnes qui travaillaient dans les années 40. Ah oui. Voilà. Et là, vous êtes tout seul ou en association? Je suis avec mon épouse. D'accord. En société, et association avec mon neveu qui a sa ferme aussi, à côté de la mienne. D'accord. Donc 175 hectares, ils ne sont pas tous autour de nous. Les plus lointains, ils sont où? Les plus lointains, c'est ferme familiale sur Pradiel, donc c'est à 13 km du siège. Et après, j'ai des îlots à 8 km, à 50 hectares à 8 km. Et ensuite, dans un rayon de 4 km, j'ai l'ensemble près des autres îlots. Voilà. Et le siège est uniquement 18 hectares. Alors, il faut se dire, pour ceux qui viennent de la plaine, comme moi, à Saint-Sulpice, où c'est pas très vallonné, la région est très vallonnée. Donc, quelles sont les caractéristiques de la terre et de vos terres, justement? Bon, les reliefs, vous en avez parlé. On n'a quasiment rien de plat. Caractéristique de notre terroir, c'est qu'on est sur des terres quand même difficiles à travailler, c'est des terres argileuses, donc qui demandent quand même une certaine protection. Il faut faire attention un petit peu de ne pas trop les tasser. C'est des terres qui deviennent de plus en plus fragiles avec le travail qu'on fait au jus des sols aujourd'hui, qui est quand même parfois un peu agressif, et il faut en prendre soin, parce que les argiles, ça a la mémoire. Oui. Et alors, comment vous faites pour en prendre soin? Est-ce que c'est du matériel adapté? Est-ce que c'est des techniques? En fait, c'est un ensemble de choses. C'est du matériel, forcément, avec notamment des pneumatiques ou les machines qui sont adaptées pour travailler avec des ultra basses pressions, pour ne pas tasser les sols. Mais après, la limite, surtout, c'est au niveau du battage. Les moissonneuses sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. Tout le travail qu'on fait d'un côté, on peut dégrader un petit peu de l'autre, il faut faire très attention. Après, derrière, c'est le travail agronomique, c'est-à-dire que j'ai travaillé minimum de sol pour respecter la microbienne, pour éviter aussi, laisser aussi la végétation des résidus de culture en surface, pour limiter l'érosion au maximum, et pour développer aussi l'activité biologique des sols et favoriser les vers de terre aussi. Donc il faut travailler le minimum possible. Après, il y a des nouvelles techniques qui se mettent en place progressivement, mais très compliquées à avoir des résultats fiables et réguliers. C'est les couvertures permanentes et ou carrément des couvertures intermédiaires que nous pratiquons, ou on commence à pratiquer, mais c'est pas évident à mettre en assolement avec des cultures principales, mais c'est là-dessus qu'il faut aller de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des couvertures permanentes ou intermédiaires? La permanente, c'est-à-dire on mettrait un couvert permanent qui resterait 3-4 ans à base de légumineuses, notamment la luzerne, et essayer de mettre dans ces couverts permanents une culture type céréales, type tournesol, pour faire la récolte annuelle. Donc il faut trouver un équilibre
Et c'est compliqué parce que tout le monde dans le sol, les cultures se battent l'eau. Hein. C'est comme nous, autour de notre table, on ne se bat pas l'eau. Mais enfin, voilà, donc il y a une concurrence énorme entre les cultures qu'on met en place et la culture permanente qui est là, qui est en permanence et qu'il faut aussi le maintenir. Alors soit on le maintient mécaniquement et c'est pas simple, ou sinon chimiquement, très légèrement à parcimonie, essayer de la ralentir sans qu'elle étouffe la culture principale. Et après, la culture intermédiaire, c'est-à-dire qu'entre deux cultures qu'on produirait, c'est-à-dire entre un blé, entre un tournesol ou un maïs, c'est mettre une culture de couverture pour protéger les sols, qui ne soient jamais découverts et qui permettent de faire entrer du carbone dans le sol. Et ça, c'est important. Parce que c'est les légumineuses ou la luzerne, etc., ça va produire de l'azote, c'est ça qui est important, qui est recherché. Effectivement, il y a naturellement la légumineuse à travers les nodosités vont capter l'azote de l'air pour la restituer à la plante et puis après la plante une fois qu'elle est morte restitue de l'azote. L'autre avantage de la luzerne c'est sa capacité racinaire à aller exploiter des horizons où ne vont pas les autres cultures annuelles. Parce qu'en fait, une luzerne peut aller jusqu'à 2 mètres, 2,50 m, chercher des minéraux qui seraient passés à travers, qui seraient légèrement lessivés dans le sol, alors que les cultures annuelles comme le blé ne vont pas si profond, on va exploiter maximum 30 cm, peuvent aller puis chercher de l'eau à 80, mais ça ne va pas ressortir le sol, alors qu'une légumineuse va vraiment faire du travail en profondeur et remonter des minéraux à la surface pour que les nouvelles cultures en profitent. Donc c'est un cycle. D'accord. Et ça, vous le faites depuis longtemps ou c'est quelque chose que vous appliquez récemment ? Les cultures permanentes, je l'applique pas depuis longtemps, mais je connais les arrière-effets des luzernes parce qu'à l'époque on avait de l'élevage, donc on connaît les bienfaits de ces cultures-là. Je suis en train de mettre en expérimentation une parcelle en bio avec de la couverture permanente à base de luzerne pour ne rien produire pratiquement pendant 3 ans. Je nourrir le sol avec des plantes, des luzernes et puis des cultures intermédiaires que je mettrai encore dans ce couvert. Pour la 3e année, tout retourner, faire une culture. Mon idée, c'est faire du blé dur, en bio, sans intrants. D'accord. Sans intrants, même pas des engrais organiques, azotés. Bon, ça va encore, ça va l'idée. Mais l'idée, c'est de régénérer du sol pour avoir des... Par contre, c'est de transformer mon blé dur pour récupérer la perte que j'ai eue les 3 années précédentes. D'accord. Financière. Et le transformer comment ? En pâte. En pâte. D'accord. Donc le projet, c'est ça, faire des pâtes bio finalement. L'idée est là. Ouais. Mais de là, après, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est un autre métier. La transformation, c'est transformer, c'est une chose, ça je pense qu'on est capable, et aussi, après c'est la logistique et c'est commercialisé. Et après, il faut voir les coûts de revient au kilo de pâtes qu'on prend à vendre. Avoir aussi un endroit aussi qui soit visible pour vendre nos pâtes, donc c'est un débouché. Bon, aujourd'hui, il n'y a aucune structure pratiquement de grande taille, on va dire, au niveau local, pour accepter nos produits céréaliers du moins, ou même carnés si certains le font. Voilà. Oui, parce que là, le projet, il concerne une parcelle ou combien d'hectares ? Pour l'instant, c'est la validation sur une parcelle, c'est comment je régénérer le sol pour le rendre plus productif sans intrants, donc naturellement. Oui. Le projet il est là pour l'instant. Après la transformation, on verra plus tard. Mais ça, je pense que la transformation, ça se fait. C'est un problème technique. À mon avis, ce sera facile. Mais valider la régénération d'un sol en 3 ans, alors qu'on a légèrement dégradé pendant 30-40 ans, remonter ça en 3 ans, ça va être compliqué. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est valider ça. Ouais. Mais bon, voilà, ça me laisse 3 ans pour faire ça et puis après on verra bien. Est-ce que justement la qualité des sols, est-ce que vous faites intervenir une boîte extérieure où vous les analysez, vos sols, vous regardez comment ils sont, leur santé, quels sont les indicateurs par rapport à ça ? L'indicateur principal, c'est le rendement qu'on sort d'une parcelle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a moins de fertilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a l'abaissement progressif depuis l'époque de l'élevage de la matière organique. Il faut savoir que la matière organique, c'est le lien entre le minéral
Et l'organique et le végétal, c'est le liant. Et il y a moins de matière organique. On a des sols beaucoup plus fragiles, donc on en a parlé du tassement. Et aussi de l'érosion. Et on voit aujourd'hui au moindre orage, c'est les terres qui s'en vont, qui sont des grandes parcelles, c'est vrai. Mais bon, c'est la structure des agrégats est moins solide qu'avant. Donc il faut reconsolider tout ça, soit à travers faire des semi-directs, des couvertures, mettre du carbone dans le sol, remonter le taux de masse organique. Ça ne sera pas simple. C'est pas simple. Oui, parce que ça complexifie votre travail quotidien en fait. Ça complexifie et puis remettre du carbone dans le sol alors qu'on a enlevé du carbone depuis 40 ans un petit peu, ça coûte cher. L'investissement qu'on va mettre aujourd'hui, on va le récupérer dans 10 ans. Et comme on est à flux tendu sur le plan financier, souvent le retour sur investissement rapide qu'on souhaiterait avoir, on ne peut plus l'avoir. Oui, c'est complexe. Avant de poursuivre et qu'on aille un peu plus profondément dans le sujet, on va faire une respiration musicale et on va écouter Falls, Café Athens, et on se retrouve juste après. Le goût du Tarn, du côté de chez Fred, sur Air d'Otan. Nous sommes toujours avec Didier Bellaval à Montcabrier sur Air d'Otan pour l'émission Le goût du Tarn. Donc on abordait la délicate question de ce qu'on pourrait appeler la régénération des sols qui sont un petit peu fatigués par ces années de culture où il fallait produire, comme vous nous expliquiez tout à l'heure. C'est à un moment on a demandé aux agriculteurs de produire et de produire beaucoup, donc il a fallu tout a été orienté vers ça, c'est-à-dire les techniques, les engrais, la chimie. Et aujourd'hui, c'est la nécessité. Est-ce que c'est aussi toi un souhait d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus raisonné, et puis la nécessité des sols. Qu'est-ce qui vous conduit à faire cette démarche-là? La démarche, moi je le vois au niveau de la production. En 20-30 ans, on a perdu un rendement sur les cultures. Aujourd'hui, on a des cultures qui sont très des sélections très pointues, résistance aux maladies, production. On produit moins qu'avant. Donc c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a l'effet climatique aussi, le réchauffement y contribue. Les amplitudes thermiques qui sont pas favorables non plus. Ça, on a vu le gel, tout. Bon, c'est compliqué. Je me dis,
c'est pas l'usage des produits phyto qui a forcément dégradé, c'est qu'on n'arrive plus aujourd'hui on n'a plus de réserve de fertilité dans nos sols, on a moins de réserves. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de conservation des sols. Mais conserver un sol aujourd'hui qui est pas terrible, qui est moins bon qu'avant, je dis non, il faut régénérer. Au contraire, c'est aller plus loin. Et régénérer les sols, je pense que c'est possible. Mais après, le problème, c'est qu'il faut transformer, récupérer la valeur ajoutée à la fin de nos produits. C'est-à-dire que blé dur, mettons, je prends l'exemple des blés durs, mettons des pâtes, on sort aujourd'hui un produit brut à 1 000 € hectare à peu près. Voilà, c'est pas assez. Il faudrait, pour faire reposer les sols pendant 3-4 ans, c'est 1 000 €. Pour 3 ans, il faudrait sortir à la fin au moins 4 000 € hectare. Donc, et pour avoir 4 000 € hectare de produits, de produits bruts, parce qu'après 4 000 € hectare, c'est pas beaucoup. Il faudrait vendre le blé dur à 800 € tonne, alors que les consommateurs achetaient les pâtes à 2 € le kilo, donc à 2 000 € la tonne. Donc il y a de la marge pour travailler au milieu. Donc oui, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller sur de la transformation de produits pour compenser du moins cette perte de fertilité, pour essayer de refaire reposer les terres. C'est une idée, et moi je pense que c'est louable. Maintenant, après, il faut que le consommateur aussi joue le jeu. Nous, on est prêts. Enfin, moi, je suis prêt. Et il y a une inquiétude par rapport à ça. Est-ce que le consommateur va jouer le jeu, les débouchés, tout ça? Est-ce que vous êtes renseigné auprès de paysans qui se sont déjà lancés dans ce genre d'aventure? Oui, il y en a qui se sont lancés et dispersés aussi. Parce qu'ils ont fait des pâtes, du pain, un peu de tout, et quand on se disperse, il n'y a pas assez de volume. Et la valeur ajoutée, il y a trop de travail pour la rentabilité, donc ça marche pas. Ça marche pas. Après, que si on a plus des pâtes, il y en a qui en font des pâtes dans le département, mais bon, le problème c'est la qualité du grain. Et la qualité du grain, des années c'est bien, des années c'est moins bien. Oui. Donc on a du local, et puis quand il fait une grosse grêle, des fois on n'a pas de grain. On peut avoir une très bonne année, mais après c'est pas toujours 1+1, ça fait pas toujours 2 dans l'agriculture. Ça peut faire 3, ça peut faire 1 et demi. Oui. Donc voilà, donc il y a plein d'éléments qu'on ne contrôle pas nous. C'est l'effet pluviométrie, les maladies, la température, mais ça voilà, donc on ne peut pas être sûr du produit qu'on aura à la fin. C'est pas. Depuis que vous êtes paysan, donc ça fait un sacré parcours. Quand vous regardez en arrière, quelles sont vos fiertés? Quelle est la fierté que vous dégagez de tout ce travail? La fierté, moi je suis content de produire. Moi je produis pour nourrir. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on n'est pas là pour faire du commerce, uniquement travailler les sols, utiliser les tracteurs, c'est pas mon premier souci. Moi, on est là pour nourrir. Et je pense que j'ai réussi, c'est de maîtriser la filière de production, du semis jusqu'à la récolte, même à la conservation, le stockage, tout ça, donc de produire un produit de qualité et sain. Et sain et sans résidus. Parce que je sais que derrière il y a un consommateur qui cherche des produits de qualité, même pas forcément bio, mais d'une qualité sanitaire exemplaire. Voilà. Et après, c'est par rapport à la qualité des sols. J'ai pas fait ce qu'il y a de peut-être toujours l'optimum, mais aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai quand même des sols qui sont respectables. Par comparaison à d'autres parcelles qui sont autour. Je me suis intéressé de très proche à l'agronomie, et je suis pas en agriculture bio, mais je suis quand même raisonné. Et moi, le produit chimique, c'est vraiment quand je peux faire autrement. Voilà. Donc, malgré tout, je respecte aussi au maximum de l'environnement. Après, les critères économiques font que aujourd'hui. Mais je pense que la réponse, nous on pourra s'adapter, mais la réponse c'est le consommateur qui l'a. S'il dit voilà, moi je veux quelque chose de tel produit, produit chez nous et telle qualité, nous on pourra faire. Oui. On saura faire, du moins on va s'approcher de ce qu'il demande.
Après, il faut que tu joues le jeu. Voilà. Et c'est le consommateur dicte un petit peu sa loi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, après nous, on peut se structurer pour produire, pour transformer. Produire, on produit déjà, transformer. Et puis après, si on peut avoir une structure commune pour vendre carrément dans un supermarché 100% paysan, puis on fera, nous, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Prêt pour l'aventure. Tout à fait. Donc en termes de céréales, qu'est-ce qui est produit? Et puis parle-nous aussi de la lentille, avec qui tu as eu quelques mésaventures ces 2 dernières années. Ouais, moi je suis producteur quand même de céréales à la base, blé dur, blé tendre, avec des cultures de semences, luzerne, colza, maïs semences, et je fais aussi du pois chiche. Et je fais à côté quelques hectares de lentilles, mais des lentilles juste pour consommation. Au départ, c'était consommation personnelle, et après, j'ai développé ça de bouche à oreille, la commercialisation, et on m'a dit que mes lentilles étaient très bonnes. C'est pour ça que depuis 10 ans, je fais des lentilles. D'accord. Et elles sont bonnes pourquoi? Bon, moi, je ne suis pas meilleur que d'autres en tant qu'agriculteur. Le problème, l'avantage, c'est que on mange des produits frais. C'est-à-dire que la fraîcheur, on dit un produit lentilles, c'est un produit sec, mais oui, mais c'est quand c'est comme ça de l'année, les saveurs et les goûts sont là. Oui. Donc j'ai développé cette petite filière de vente, mais bon, voilà, comme vous parlez des aléas climatiques, et puis bon, ça marche pas à tous les coups. Produire des lentilles, c'est une plante très 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 fragile. L'an dernier, j'ai eu des problèmes d'humidité juste au semis, c'était frais. Les lentilles, c'est mal développé. Il faut savoir qu'une plante est décalée dans un sol, il y a tout le monde qui se nourrit. Donc ça peut être les champignons, ça peut être aussi les insectes. Et nous, souvent, on prend ce qui reste. Et la lentille, est soumise à des attaques d'insectes, notamment en fin de cycle, la bruche, qui détruit le grain. Et donc, quand il n'y a pas beaucoup de lentilles et que la bruche est toujours là à une quantité, à une population importante, vous avez pratiquement 100% de la... pas 100%, mais 80% de la production qui est anéantie. Voilà. Donc l'idée, c'est de booster la plante au départ qui produit de la végétation, qui fasse beaucoup de graines, comme ça les insectes prennent leur part. Et moi, je prends ce qui reste. Donc, s'il en reste 80-70%, ma foi, je suis content. Oui. Je suis content. Cette année, la plante c'était très bien développée, tout ça. Il y a un parasite que j'ai pas pu arriver, le puceron. Et il m'a tout mangé, donc il m'a tout anéanti. Donc voilà. Donc je vous dis, on peut être producteur local, et puis il y a des années, on se fait attaquer par quelques insectes, soit aussi par rapport à des plantes qui sont des adventices, qui salissent les champs, et donc on se fait envahir par ces plantes-là qu'on ne contrôle pas chimiquement. C'est pas la peine d'essayer, parce que des fois on crée plus de problèmes de toxicité sur la plante qu'autre chose. Donc voilà, mais on se retrouve des fois 2 ans sans production de lentilles. Et la lentille, l'objectif, c'est de la traiter le moins possible. C'est quoi le... Moi, la lentille, je l'amène quasiment en bio. Oui. C'est-à-dire que je fais un désherbage juste à l'implantation, qui n'est pas d'adventice. Et après, tout ce qui est... Ça vient jusqu'à la récolte. Je ne mets pas d'insecticide, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on peut en faire... J'ai fait l'expérience par rapport à ce parasite qui arrive en fin de cycle, qui est compliqué à tuer, parce qu'elle arrive à plusieurs générations, il y a plusieurs vagues. J'ai fait des traitements chimiques, tout insecticide. On s'aperçoit qu'en fait, il y en a toujours. Donc je dis, c'est pas la peine. Oui. Donc on amène ça directement en bio, sans insecticide, et puis on prend ce qui reste. Donc le but, quand même, c'est de booster la plante au départ, qu'elle soit bien forte, et puis qu'elle passe des caps de cette bruche. Donc voilà. Donc, d'où l'importance du sol. Il faut un sol riche. Ouais, il faut un sol riche et surtout très plat. Parce que la lentille, c'est une plante qui monte jusqu'à 25 cm de hauteur, lentille verte. Et quand on récolte, elle fait à peine 8-10 cm. D'accord. Parce que ça se verse, c'est très fragile. Oui. Le moindre lapin qui passe à travers verse la lentille. Donc voilà, c'est une plante très 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 tannique, très fragile, et le moindre orage avant la récolte peut anéantir aussi l'agriculture. Donc c'est pas simple.
C'est clair. C'est clair que c'est toujours d'une grande complexité. Et je voulais revenir aussi sur les méthodes de stockage. On est allé voir tout à l'heure le silo. Et vous m'avez parlé de la façon de stocker et de protéger le grain. Est-ce que vous pouvez un petit peu me développer ça? Oui, en fait, voilà, donc faut savoir que le silo, c'est un garde-à-manger, un garde-à-manger d'abord pour nous, le garde-à-manger. Et puis derrière, vous intéressez pas mal d'animaux, d'insectes, notamment des rongeurs, ça peut être aussi des oiseaux, ça peut être aussi des insectes au stockage. Donc l'idée c'est que le silo soit déjà bien propre avant la récolte. Je fais un vide sanitaire de 3 semaines minimum, tout ça en soufflant et en aspirant. Et ensuite, la méthode de conservation, je ne mets pas d'insecticide sur le grain. Je m'interdis tout ça, parce qu'en fait, c'est le seul résidu qu'on peut trouver sur le grain après transformation, c'est l'insecticide sur le grain. Donc ça, je m'interdis totalement, depuis déjà plus de 25 ans, donc c'est pas nouveau. Et ma technique de conservation des grains, c'est le refroidissement. Le refroidissement avec des ventilateurs. Dans les périodes de nuit fraîche, on refroidit. Il faut savoir qu'un grain qui est à 28 degrés, ça intéresse beaucoup d'insectes. Un grain à 12 degrés, les insectes déjà, ils ne se reproduisent plus. Et à 5 degrés, si on peut mettre, c'est ça équivaut à un insecticide. Donc, voilà, donc à travers le nettoyage que je fais, le dépoussiérage à la récolte, on arrive à bien ventiler et à bien refroidir le grain, sans avoir de problème et surtout des recours d'insecticides. Voilà, donc c'est beaucoup plus sain et c'est bon pour tout le monde. D'accord. Et est-ce que sur la ferme, vous avez mis en place des choses qui sont liées à l'économie d'énergie, ou ça peut être des panneaux solaires, ça peut être lié à l'irrigation L'économie d'énergie, panneaux solaires, non. L'économie d'énergie en termes carburant, oui. Notamment avec des pneumatiques adaptées sur un tracteur, qui sont du traverse pression, qui améliorent l'adhérence du tracteur, et on économise on peut économiser jusqu'à 5% de 6% de carburant. D'accord. Qui n'est pas neutre, parce que 5-6% de carburant, il faut savoir qu'on consomme à peu près 80 litres de fuel hectare, en gros c'est la norme. Voilà, donc ça vous donne ce qu'on peut économiser. Bon, voilà, c'est... après, purement d'énergie électrique, non. Pour l'instant, non. Mais j'y pense. Oui, c'est un projet. J'y pense. Oui. J'y pense. Oui, parce que quand même, il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner tout ça. Donc. Oui, après la grosse énergie qu'il faut, surtout pour nous agriculteurs, c'est sur les machines, c'est le carburant. Après l'énergie électrique, oui, c'est pas c'est pas neutre, mais bon, après c'est vrai qu'il faut de l'énergie pour l'atelier, pour faire tourner les machines électriques un petit peu, mais c'est pour ça souder. Après c'est surtout les ventilos, les triages, tout ça. Oui, bon, voilà. Après c'est pas très énergivore, c'est par période, c'est pas sur toute l'année. Toute l'année là. Avec les lentilles, qu'est-ce qu'on pourrait accommoder comme plat, et avec quel produit, et donc quel confrère je pourrais aller voir de votre part pour un petit peu le rencontrer, avec quoi on peut se régaler avec ces bonnes lentilles? Les lentilles, moi je les apprécie à plusieurs niveaux. C'est avec du poisson, mais la saucisse lentille, c'est excellent, c'est la tradition de la région. Et puis c'est vrai que je connais un producteur qui pourrait fournir des très bons porcs, c'est M. Jean-Marc Vernière, qui est sur Lavore et que je connais bien. En plus, il fait du porc et qui nourrit avec ses céréales propres de la ferme. D'accord. Donc c'est très intéressant et il a un très bon produit. Et même les lentilles, ça allait très bien. Donc ça, c'est une occasion de se régaler. Tout à fait. Ouais. Très bien, je vous remercie beaucoup, j'irai le voir de votre part. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, c'était vraiment très intéressant. En plus, on est accompagné par le chant des oiseaux. Je vous dis à une prochaine émission pour Radio Air d'Autan et le goût du Tarn, toujours en partenariat avec la communauté de communes Tarnagou. Au revoir. Allez, au revoir, passez, merci.